Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Média Pro, l'émission phare de la télévision et de l'audiovisuel sur Al24 News. Ce soir, on va parler de Canal+, de CNews, mais aussi de CNN. Avant de commencer le débat et d'accueillir mes deux compères, Sofiane Baroudi et Reda Harirach, on va regarder le zapping de ce soir. Bien sûr, un zapping très chargé et surtout très engagé en matière justement d'effets audiovisuels très remarqués durant cette semaine. On regarde et on revient au débat. Jean Castex dans le métro, regardez cette photo publiée sur Twitter, vous l'avez sûrement vue plusieurs fois, rien d'extravagant mais ça suscite beaucoup d'intérêt. Sachez que les anciens premiers ministres ont droit à un chauffeur, à une voiture de fonction et à une protection policière. Jean Castex, eh bien lui, il a renoncé à ces avantages. El pueblo saharaui lleva décadas abandonado a su suerte, invisibilizado. Apóyalo, comprométete, descolonicemos. Y ven al Fisahara del 11 al 16 de octubre a disfrutar con este maravilloso pueblo de cine bajo las estrellas, de su música, su cultura y su gran calidez. Estaremos en Auxerre, en los campamentos de la población refugiada saharaui, así que os veo allí. Mushubat. On était sur ces territoires-là, ouais. Là, on a retiré nos troupes, mais puis toute cette mise en scène a commencé juste le lendemain du retrait de nos troupes. Ce n'est que des mises en scène. Ah, vous avez dit vous-même à la Goebbels. Hein. Oui, mais à la Goebbels, parce que c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge, un élément de propagande très bien utilisé par le c'est régime aussi de une Kiev. mise en scène, charnier. Pareil. Monsieur le maire, juste petite question, parce qu'on voit, il y a visiblement derrière vous, on va remontrer l'image, il y a le drapeau palestinien, il y a le drapeau français aussi quelque part? Bien sûr, il y a le drapeau français, bien sûr. Dans votre bureau? Je crois qu'ils sont côté Mon bureau est assez grand, il y a le drapeau français, et puis il y a le drapeau aussi italien, il y a le drapeau marocain, il y a le drapeau de toutes les villes de coopération. Nous sommes en coopération avec l'Algérie, avec le Maroc, avec l'Italie, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne. Voilà. Comment? Il y a le drapeau israélien aussi? Comment? Il y a le drapeau israélien aussi? Non, il n'y a pas le drapeau israélien, il y a le drapeau palestinien. Merci monsieur le maire, bon résumé. Voilà, c'était 4 extraits du zapping de cette semaine, des extraits qui ont marqué un petit peu la semaine audiovisuelle. Bien sûr, messieurs, j'ai choisi des extraits un peu politiques. On a commencé avec l'ancien Premier ministre français, Jean Castex, qui était photographié dans le métro et qui a fait le buzz justement. Quelques mois après son départ de Matignon, il reprend le métro, abandonnant justement ses privilèges de Premier ministre. Reda? C'est un exemple d'humilité. À un moment. C'est pas habitué pour les ex-premiers ministres français. Hein. Beaucoup gardent leurs privilèges, bien sûr la protection et surtout le véhicule blindé, etc. Nous ne sommes pas habitués avec les premiers ministres, je dirais, de ces derniers lustres, mais il y a eu des chefs de gouvernement et même des présidents de conseil qui se sont retirés sagement comme dans leur territoire, comme Clémenceau par exemple. C'est vieux ça. Oui, justement, je le dis. Clémenceau, ça remonte après la Première Guerre mondiale. C'est un personnage qui est illustre. Il n'y avait pas beaucoup de privilèges quand même. Hein. Il n'y avait pas de voiture blindée à l'époque. Il n'y avait pas de voiture blindée, mais sa sécurité devait être assurée. Oui. Elle a pu être assurée suite à la victoire donc des Alliés au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et c'est ce qui lui a permis de se retirer donc sur cette terre. C'est le cas aussi d'autres dignitaires de la République, de la Troisième République française et également de la Quatrième. Bon, c'est sûr que chemin faisant, avec la médiatisation et voire même la pipolisation d'un certain nombre de responsables politiques, il n'est pas évident pour ces hommes-là, ou voire même pour un certain nombre d'entre eux, si c'est des femmes, de renoncer à leurs privilèges parce qu'il y a quand même un minimum de sécurité qui doit être assuré.
On a l'exemple, par exemple, de l'ancien Premier ministre japonais qui a été assassiné il y a cela quelques semaines. Donc, Shinzo Abe. Nous avons l'exemple aussi en Suède avec Olof Palme. Olof Palme qui sortait du restaurant. Exactement. Enfin, d'un film, projection d'un film. Qui a été assassiné en 1985. Lui aussi, il a accepté de renoncer à la plupart de ses privilèges. Donc, c'est pas évident de faire donc. Mais c'est pas habituel dans la politique française. Moi, je pense que c'est lié justement à une conjoncture particulière. Oui, il y a la conjoncture, comme dit Sofiane, qui fait que un certain nombre d'hommes politiques ne veulent pas être associés à un pouvoir qui abuse de ses privilèges. Donc, M. Castex fait partie de ces hommes qui ont pris conscience qu'il fallait tout de même faire aveu quand même si je puis dire, d'humilité, à un moment où le président français a demandé à ses compatriotes de se serrer la ceinture en leur disant que les temps de l'abondance sont finis. Sofiane, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi je pense que c'est lié déjà à ce avec quoi Reda a conclu, c'est-à-dire à une volonté ou alors à une demande de sobriété, ça a été appelé comme ça, du fait des conséquences de la guerre en Ukraine sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan financier qui se font ressentir de façon très forte. Mais il y a aussi le cumul de ce qu'on appelle les politiques d'austérité qui ont été imposées aux masses populaires en France et ailleurs en Europe. C'est-à-dire ça fait au moins une quinzaine d'années depuis la grande crise de 2008 que les politiques d'austérité se succèdent et on demande aux populations de se serrer la ceinture. Or, des États comme l'État français qui sont des États fortement endettés et qui ont d'une façon ou d'une autre à mener un effort de guerre, continue de vivre dans un rythme qui octroie beaucoup de privilèges aux fonctionnaires et à certaines castes de bureaucrates. Moi, je pense que Castex, ou l'affaire Castex, est une façon, si vous voulez, d'agir sur l'opinion publique pour aussi essayer de soigner une situation qui est un problème de consensus, de contrat social qui s'est complètement rompu et où l'État, les hauts dignitaires de l'État sont obligés de se justifier comme ils peuvent devant une colère qui monte de plus en plus dans la société. Oui, Sofiane, dans ce zapping, nous avons vu un appel qui a surpris un petit peu les médias, mais aussi les habitués de Netflix, puisque c'est une star de la série espagnole Casa de Papel qui a appelé au soutien du peuple sahraoui et également qui a appelé à la participation d'un festival au Sahara occidental. C'est un festival très engagé et qui sûrement gêne beaucoup les Marocains qui font tout pour essayer d'effacer de la scène médiatique mais aussi audiovisuelle la cause sahraoui. Je pense justement que l'intervention de l'actrice, qui est, comme vous l'avez dit, une actrice très connue, n'est rien d'autre Itziar Ituno, qui joue le rôle de Raquel Moreno, dit Lisbonne, dans la série Casa de Papel, qui joue très populaire. En fait, elle a été flic avant de rejoindre le groupe des braqueurs de la Casa de Papel. Qui sont un peu des braqueurs militants. Militants, oui, engagés. Il faut aussi le rappeler, engagés. Résistance, comme on dit. Moi, je pense que c'est vraiment une consécration du fait que la cause sahraoui, en Espagne, en Europe et plus globalement dans le monde, avance avec des pas, on va dire, des pas sûrs, parce que la cause sahraoui est la cause d'une légitimité internationale, la cause d'un peuple qu'on a spolié de ses droits les plus légitimes. Et ça, si vous voulez, ça rentre aussi en adéquation avec ce qui s'est passé à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, où on a vu beaucoup de plaidoyers levés en faveur du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. On citera par exemple, et ça révèle aussi les progrès diplomatiques importants en Amérique latine, le président du Pérou, le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, bien sûr la diplomatie algérienne, le Sud-Soudan, mais on va dire beaucoup de blocs qui soutiennent de plus en plus la lutte du peuple sahraoui et qui agissent, si vous voulez, ou qui réagissent à l'occultation de l'occupation marocaine, du fait qu'il y a un conflit au Sahara occidental et qu'il y a un peuple qui veut imposer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Cette cause-là fait, si vous voulez, de plus en plus de bruit, y compris en Espagne, où elle gêne les équilibres au pouvoir. C'est-à-dire que depuis la décision très controversée de Pedro Sanchez et des socialistes, on en parlera après, du PSOE, de trahir le peuple sahraoui, il y a de plus en plus de contestations à la gauche de ce gouvernement, mais aussi à sa droite, parce que ça a entraîné des conséquences, notamment
des conséquences économiques, par exemple le gel financier avec l'Algérie, mais qu'il y a aussi une forme de popularité dans la société espagnole et aussi en Europe. On a vu l'entrée de Sultana Khaya au Parlement français il n'y a pas très longtemps. De plus en plus de popularité d'une cause qui est en fin de compte une cause légitime et d'un combat épique qui dure depuis plus de 5 décennies pour la décolonisation. Moi, j'ai assisté, permettez-moi de le dire, au festival d'Akhla, qui est situé dans les territoires du Sahara à Tindouf, et je peux vous dire que dans les camps sahraouis, je peux vous dire qu'il y avait énormément de participation espagnole. Le seul hic, c'est que ce festival d'Akhla, qui est parfois médiatisé par le NTV, reste la seule média qui couvre ce festival, qui est dépourvu de stars, disons, audiovisuelles ou stars de cinéma, mais il y a quand même des stars. Ça me rappelle Javier Bardem qui avait signé le documentaire de Last Colony, la dernière colonie, et qui avait fait fureur et qui a soutenu le Sahara occidental à Cannes, ce qui lui a valu d'être écarté parfois dans des superproductions américaines et hollywoodiennes. Justement, on va dire que la cause du Sahara occidental dans le monde de la culture et des arts était portée pendant longtemps par ce qu'on appelle des artistes engagés qui sont surtout dans les circuits indépendants. Par exemple, il y a eu une réalisatrice italienne aussi, d'ailleurs la cause du Sahara occidental avance de plus en plus en Italie, qui s'appelle Emanuela Zoccala, qui avait fait un film depuis les territoires occupés qui montrait justement la répression et l'oppression dont souffrait le peuple sahraoui et qu'on refuse de montrer parce que l'occupant refuse les missions de contrôle des Nations Unies, comme il refuse aussi les délégations de journalistes indépendants dans les territoires occupés. Et cette réalisatrice italienne qui était dans les milieux indépendants a pu justement montrer cette réalité. Ce qu'on remarque, c'est que depuis les milieux indépendants, la cause du Sahara occidental passe, y compris aux milieux qui sont des milieux décisionnels en Europe, qui sont des milieux qui peuvent être des milieux dans le pouvoir et donc qui peuvent vraiment changer la donne d'une manière déterminante au plan diplomatique, mais pas seulement. Est-ce que, Reda Harirash, est-ce que le cinéma est une arme disons, très effective dans la défense d'une cause, surtout quand on est face à de la propagande et surtout face à des mécanismes médiatiques parfois illicites? Oui, c'est incontestable. Le cinéma contribue carrément... On l'a vécu avec nous, hein, le cinéma algérien a énormément contribué à la défense de la cause de la révolution algérienne, avec le film La bataille d'Alger, le film de Youssef Chahine en 58 avec Jamila, mais aussi d'autres films comme Chronique des années de Brest qui a remporté la Palme d'Or, des films qui se sont illustrés dans les grands festivals et qui ont montré un petit peu ce qu'a vécu les Algériens durant la guerre de libération. C'est valable aussi bien pour les Algériens que pour le pays où est né quasiment le cinéma, à savoir Hollywood aux États-Unis, qui a été la vitrine de ce pays et qui a contribué à travers son cinéma à étendre son soft power un peu partout dans le monde, puisque l'image des États-Unis a été rehaussée pendant des décennies grâce à Hollywood et ça continue jusqu'à maintenant. Donc oui, le cinéma concourt au prestige d'un pays, quel que soit le pays qui veut faire valoir ses causes. Mais parfois, le Hollywood n'arrange pas ou n'épouse pas la cause de certaines révolutions. Si on cite par exemple le film Les Ceinturions, qui a rassemblé des stars comme Anthony Quinn et Alain Delon qui jouaient le rôle des parachutistes durant la bataille d'Alger. C'est un film qui montre un petit peu, fait l'éloge des parachutistes français, qui n'a pas rencontré le succès escompté que Hollywood cherchait, puisque c'est un film américain, britannique, qui a été tourné en Espagne et qui montre un petit peu d'un mauvais côté le FLN. Et c'est un film qui a été un grand fiasco sur le plan cinématographique et aussi populaire. Mais si on prend l'exemple de la bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, c'est un film qui l'a longuement et surtout largement emporté sur la scène aussi bien critique que populaire. Oui, c'est parce que c'est dû au fait que les États-Unis, les cinéastes doivent être engagés quelque part. Les causes ne sont pas commerciales. Bien sûr, il ne faut pas oublier que les États-Unis, donc, c'est la première puissance de l'OTAN et que la France, à l'époque, faisait partie de l'OTAN. Et ça va de soi qu'ils n'allaient pas, de prime abord, soutenir la révolution algérienne. Et ça a été le cas de beaucoup d'autres pays. Et c'est vrai que sur certains points, Hollywood peut paraître réactionnaire.
Oui. C'est le cas notamment de certains films lorsque ça concerne les pays arabes du Moyen-Orient, ou lorsqu'il s'agit du conflit israélo-palestinien, où ils deviennent beaucoup moins objectifs. Donc oui, effectivement. Alors quand il s'agit des États-Unis même, ils arrivent à faire le maximum pour donner la meilleure image d'eux-mêmes, mais quand il s'agit d'alliés aussi bien au sein de l'Alliance Atlantique que d'autres alliés idéologiquement parlant, ils ont tendance à devenir conservateurs, voire même carrément néoconservateurs. Moi, j'ai une idée par rapport à ça. Moi, je pense que justement, il y a une dialectique entre la production cinématographique et culturelle en général et l'opinion publique aussi, ou si vous voulez, l'intérêt populaire ou alors le soutien aussi d'une population déterminée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une grosse production, mais qui ne plaît pas à l'opinion publique. Ça veut dire que l'œuvre n'a pas d'aura populaire. Mais on peut au contraire avoir une petite production cinématographique ou alors artistique, mais qui porte une cause qui est une cause qui, si vous voulez, suscite l'intérêt ou alors l'adhésion de masse populaire. Et donc, ça en fait forcément une œuvre à aura internationale et à aura mondiale. A fortiori, si elle porte une cause politique, une cause d'engagement. C'est d'ailleurs ce qui fait le propre d'une œuvre d'art, c'est qu'elle doit avoir un aura et qu'elle doit participer non seulement à décrire une situation, mais aussi à transformer une réalité donnée. C'est en ça que, je pense, à mon avis, par exemple, le film La bataille d'Alger ou alors d'autres grands films qui étaient consacrés à de grandes causes, même si c'est des films qui partaient, si vous voulez, d'un petit budget ou alors de moyens de production plus faibles que d'autres, on en fait des succès populaires qui restent jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui portent justement l'esprit d'une cause qui porte l'adhésion des masses populaires, ce qui est le plus important à mon avis, parce qu'une œuvre d'art vit parce qu'elle est perçue. Si elle n'est pas perçue, tu connais le budget du film La bataille d'Alger? Pas exactement, il y a des légendes autour de ça. Non, il n'y a pas de légende, il y a des déclarations du directeur de production Nordin Brahimi, c'est l'équivalent de 200 millions de centimes aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose en termes de production, normalement. $10 000. Ça va. C'est une somme modique. Maudite, oui, exactement. Par les légendes, on parle de la légende du Koufar. Non, mais il ne faut pas oublier, c'était en 65. Il ne faut pas oublier, les tarifs étaient différents. Exactement. Alors, je voudrais aussi revenir sur les interventions d'un porte-parole de l'ambassade russe sur les plateaux de télévision française. On a vu un extrait justement sur BFM TV. Alexandre Mokodonov, c'est le porte-parole de l'ambassade russe qui souvent, et face à des journalistes agressifs et véhéments, se charge souvent de leur répondre d'une manière très diplomatique, mais aussi d'une manière très chevaleresque, disons. Est-ce que c'est une nouvelle communication, sachant que les diplomates russes ne sont pas invités sur le plateau de télévision, notamment français? Je pense qu'il y a un double aspect par rapport à ça. Déjà, on a entendu le propos, le terme de Goebbels, le nom propre de Goebbels, qui est l'ancien ministre de la propagande. Ça a gêné les journalistes français parce que il a frappé un peu dans le mille. Quand il a dit c'est la propagande à la Goebbels. Et qui fait la propagande à la Goebbels? C'est les médias européens. Et ça rentre complètement dans, si vous voulez, la ligne conductrice ou l'orientation russe depuis le début de ce qu'il qualifie d'opération spéciale. C'est-à-dire qu'il qualifie l'adversaire dont font partie les médias occidentaux qui soutiennent le camp ukrainien, de nazis. D'ailleurs, l'opération est une opération de dénazification. Du coup, il y a une rhétorique qui est conduite de manière quasiment automatique. Ouais. Et moi, je pense qu'il y avait au départ une volonté de la part des médias occidentaux de vraiment boycotter ou alors d'occulter complètement l'opinion russe, même y compris en n'invitant pas des diplomates russes. Ce qui a changé parce que déjà, premièrement, la guerre commence à durer depuis longtemps, que des acquis stratégiques russes commencent à se faire sentir non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le terrain. Parce que dernièrement, la dernière semaine, les derniers 15 jours, il y a eu toute une propagande ou alors un accompagnement d'une contre-offensive ukrainienne qui existe sur le terrain, qui a eu lieu sur 2 volets principaux à Kharkov et aussi à Kherson au sud, mais qui stratégiquement ne peut pas changer les rapports de force. Même s'il y a derrière tout un travail médiatique pour dire que le camp ukrainien n'est pas défait, qu'il y a une contre-offensive. D'ailleurs, maintenant, la propagande ou alors le traitement médiatique se concentre sur le risque nucléaire, d'ailleurs autour de Zaporizhzhia ou alors autour d'une éventuelle utilisation du camp russe de l'instrument de dissuasion nucléaire, ce qui accompagne un peu... Reda Hariresh, pourquoi les médias européens n'invitent pas justement le camp russe pour s'exprimer sur la crise en Ukraine? Eh bien, tout simplement, c'est une censure. C'est-à-dire que les principaux accusés ne sont pas autorisés. Alors qu'en Europe et surtout en France, on parle souvent de liberté d'expression,
Mais sur les plateaux de télévision, notamment sur CNews et BFM TV, on se donne à cœur joie de critiquer l'adversaire tout en lui refusant l'occasion de s'exprimer. Exactement, et c'est contraire justement aux principes les plus élémentaires de la liberté d'expression dans les démocraties, puisque les deux protagonistes devraient pouvoir se retrouver sur le plateau de télévision et chacun devrait pouvoir exposer ses points de vue, ce qui n'est pas tout à fait le cas depuis le début de ce conflit. Pire que ça, la seule chaîne d'information qui permettait aux ressortissants européens, entre autres, d'avoir un autre son de cloche, à savoir Russia Today, elle a été fermée. Donc je dirais que tout ceci n'est pas fair-play en matière d'information, puisque les uns et les autres ont tout à fait le droit, dans ce conflit, de pouvoir exposer leur point de vue, et c'est au public de trancher. Donc l'affaire est mal partie, et c'est une forme de censure, tout simplement. Le fair-play dans les médias a perdu son sens et sa rhétorique, puisque même dans le sport, il n'existe plus, puisque l'équipe de Russie a été écartée de la Coupe du Monde, des tournois de tennis, tous les sports dans lesquels ils excellaient ont été subitement effacés de l'ardoise, justement, de la compétition. Le ministre des Affaires étrangères russe, il y a de cela, je crois, quelques jours, a rencontré M. Lavrov. Oui, M. Lavrov, il avait carrément parlé, et à juste titre, de russophobie. Russophobie, c'est une russophobie. Parce que s'opposer au chef de l'État russe et dire que l'initiative d'attaquer l'Ukraine n'est pas judicieuse, c'est défendable. Mais aller carrément censurer et vouloir étouffer économiquement tout un peuple, c'est autre chose. Et M. Lavrov avait parlé justement de russophobie, et la russophobie, on le voit dans le sport, on le voit dans la culture, on le voit même dans le domaine du tourisme, où des restrictions sont faites sur les ressortissants russes, on le voit dans le domaine bancaire, puisque leurs comptes peuvent être gelés pour un oui ou pour un non. Donc, en fin de compte... Et surtout en économie, puisque tous les actionnaires, tous les hommes d'affaires russes ont été écartés d'Europe. Économiquement, mais aussi culturellement. On a eu l'occasion... Les pianistes, les chefs d'orchestre. Sur ce plateau, il y a cela quelques mois, on a eu l'occasion de dire que certaines figures de la littérature russe, par exemple, ne sont plus enseignées. Et il y a également, aux États-Unis même, à New York, on empêche des chefs d'orchestre de se produire sous prétexte qu'ils sont russes. Donc, c'est quoi tout ceci? C'est de la russophobie, ni plus ni moins. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Il y a aussi une volonté d'annulation complète de la Russie et d'annulation du rôle de la Russie, y compris diplomatiquement, parce que la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février, elle a commencé depuis 2014, et il y a ce qu'on appelle les accords de Minsk. Et justement, le camp occidental et même les médias occultent complètement les résultats des accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par la partie ukrainienne, qui prévoit déjà la protection des minorités russophones russes qui vivent dans la partie orientale et méridionale de l'Ukraine. D'ailleurs, actuellement, il y a un référendum aussi dans ces régions-là qui concerne les minorités russophones, qui vont d'ailleurs... Alors, dernier extrait du zapping, c'était un petit peu un extrait de CNews avec Morandini qui posait la question au maire de Stein sur la présence du drapeau palestinien dans son bureau. Le maire de Stein qui inaugurait justement une plaque au nom de la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et était étonné de voir le drapeau, M. Morandini, qui est connu pour ses positions islamophobes, avait posé la question ironiquement. Est-ce que vous avez que le drapeau palestinien dans votre bureau? Il a dit non, il existe le drapeau français, mais aussi le drapeau algérien, marocain, italien. Il n'en finit pas là, il lui repose une autre question, il dit est-ce que vous avez le drapeau israélien? Il dit non, j'ai pas le drapeau israélien, on ne fait pas de jumelage avec Israël, on fait des jumelages avec l'Algérie, l'Italie, d'autres pays, même la Palestine, mais pas Israël. C'est un moment de télévision qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux et qui démontre un petit peu l'islamophobie de la chaîne CNews qui continue un petit peu
sur sa lignée d'extrême droite anti-islam, anti-musulmane. Moi, je pense qu'il y a au-delà de ça, parce que c'était déjà su par tout le monde, c'est-à-dire la ligne islamophobe et la ligne pro-apartheid sioniste est complètement assumée par CNews, par les financiers de CNews et aussi par les principaux chroniqueurs. Je pense qu'au-delà de ça, déjà, ça dénote vraiment d'un climat très électrique dans la société française, parce qu'il s'agit d'un maire, d'un élu, d'un élu du bloc communiste, justement, de la gauche, autour des NUP qui commencent aussi à avoir un vrai rôle dans le Parlement français, dans le paysage politique. CNews représente le bloc d'extrême droite qui est le premier bloc d'opposition. Et donc il y a vraiment, si vous voulez, des frictions très très importantes sur des points qui sont censés être des points de l'ordre culturel et civilisationnel. Par exemple, sur la rue Khadija bint Khuwaylid, ce qui est aussi choquant pour moi, c'est que cette figure qui, au-delà d'être une figure spirituelle et une figure religieuse, entre guillemets, est une figure culturelle et une figure historique de premier plan, y compris pour l'école des grands orientalistes européens, italiens, allemands, français, je citerai Massignon par exemple, qui considèrent la figure de la femme du prophète comme étant une des grandes figures intellectuelles de la fin de l'Antiquité tardive. Malheureusement, actuellement, au XXIe siècle, l'intelligentsia en France, elle, est réduite à des stéréotypes sexistes, islamophobes et réactionnaires. Et que c'est assumé sur les plateaux. Oui. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur CNews et on passe un petit peu un extrait, c'est très important, sur la réaction d'Edwin Plenel, le patron de Mediapart, qui a critiqué CNews et qui montre un petit peu, il a résumé en 2 minutes la nouvelle politique de CNews et de Canal+, qui passait de la gauche à la droite. On regarde l'extrait d'Edwin Plenel et on revient au débat. Alors, M. Bolloré est un homme richissime qui a fait sa fortune sur le dos notamment des peuples africains, mais il a aussi une idéologie et il veut faire de CNews l'équivalent de Fox News aux États-Unis. Ce sont des chaînes de haine, ce sont des chaînes xénophobes. Russia Today a été fermée, mais écoutez bien CNews, la propagande poutinienne, elle est sur CNews aujourd'hui. Oui, et vous répondez quoi à Pascal Praud, qui est une des vedettes de cette chaîne, qui vous traite, je le cite, de tartuffe national? Je ne réponds pas à des imbécilités. C'est tout ce que vous avez à lui dire? Oui, je n'ai rien à dire à Monsieur Praud. Ouais, mais ça vous blesse, ça vous... Non. Nous ne faisons pas le même métier. Nous travaillons à Mediapart du côté des vérités de fait, du côté de l'information, du côté de l'enquête, des faits qui peuvent déranger, qui peuvent bousculer. Les personnes dont vous parlez sont du côté de l'opinion, y compris des pires. Et vous savez, parfois, l'ennemi de la vérité, ce n'est pas forcément le mensonge, ce sont les opinions. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Et c'est ce qu'ils font dans ces plateaux de talk-show où on blablate, y compris, encore une fois, pour dire des opinions qui vont à l'encontre des droits fondamentaux, à l'encontre du respect de la personne humaine, à l'encontre du respect de la diversité humaine, de la diversité d'origine, d'apparence, de croyance. Bref, voilà, nous ne sommes pas du tout dans le même registre. Oui, et vous avez le sentiment qu'on essaie de vous faire taire, quelque part, quand on vous attaque de cette manière? Moi, sincèrement, on ne m'attaque pas. On essaye d'attaquer Mediapart à travers ma personne. Il se trouve que moi, je suis dans le paysage depuis longtemps. J'ai eu 70 ans récemment. Mediapart va avoir 15 ans, mais j'ai toute une vie avant Mediapart. Et donc, comment essayer de décrédibiliser Mediapart, qui est inattaquable? Mediapart est totalement indépendant, n'a aucun fil à la patte, et l'équipe de Mediapart, récemment, toutes nos révélations récentes le prouvent encore, est inattaquable sur son travail. Et du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, comme disait Richelieu, donnez-moi une ligne et je réussirai à pendre quelqu'un. On essaye d'attaquer Mediapart en essayant de créer des petites polémiques autour de ma personne qui sont sans intérêt et surtout sans fondement. Voilà, Edwin Plenel a tout résumé sur CNews. Est-ce qu'elle est réellement sur les traces de Fox News?
Je pense que réellement, déjà, comme En matière de ligne éditoriale. Comme l'était la candidature Zemmour aussi, il y a une volonté de créer un camp... Zemmour qui est un chroniqueur sur les plateaux de CNews. Il y a une volonté de revendiquer déjà l'appartenance à un camp néoconservateur, parce qu'il décrit le camp néoconservateur américain qui a été connu pour justement une ligne très islamophobe et aussi une ligne agressive sur le Moyen-Orient. On citera l'agression de l'Irak, de l'Afghanistan, la déstabilisation aussi de la Libye et surtout le soutien forcené à la politique d'apartheid sioniste contre le peuple palestinien privé de tous ses droits et aussi un soutien forcené à la politique colonialiste marocaine au Sahara occidental, il faut le rappeler, parce que les deux dossiers sont vraiment liés, là on le sait directement parce qu'il y a une coopération avancée entre l'entité sioniste, régime colonial et le régime d'occupation marocain, donc ça se sait. Et les milieux, certains milieux parisiens dans ces news soutiennent complètement cet axe-là ou alors ce triangle-là. D'ailleurs, ce qui est aussi étonnant, c'est que le journaliste Edoui Plenel a été victime du software Pegasus, lui et d'autres journalistes et aussi d'autres militants qui sont parfois incarcérés, mais que ce dossier-là n'a pas ému ni CNews ni d'autres médias qui sont contrôlés justement par les grands manias du CAC 40. Il n'est pas invité sur CNews. Hein. Très peu invité, mais même l'affaire qui est une affaire de répression et une affaire d'espionnage interdit par le droit français et aussi par le droit international n'a pas ému autre mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment une levée de bouclier par rapport à ça. C'était une solidarité parfois, il n'y a même pas eu vraiment d'expression de solidarité, à part dans un certain milieu progressiste de gauche, parce qu'on a d'autres journalistes comme Rosa Moussaoui de l'Humanité, mais ça devait être une affaire d'opinion publique, ça ne l'a pas été. Parce qu'il y a un soutien directement à une politique coloniale, à une politique de bloc unique et aussi à, si vous voulez, à une orientation islamophobe qui est notoire. Cette réponse en règle d'Edwin Plenel sur CNews intervient justement après la déclaration de Gérard Darmon qui avait, disons, critiqué et même insulté Godard, le réalisateur franco-suisse, qui venait de décider. Il était invité sur un plateau de télévision et on lui a dit « Qu'est-ce que vous avez à dire sur Godard ?» Il dit « Je ne salue pas un cinéaste antisémite qui était pro-palestinien. » Alors, ça dérange un petit peu les sionistes, et notamment Gérard Darmon, qui est connu pour son soutien pour Israël et sa politique sioniste. Mais qui n'est pas connu comme acteur. Il est connu comme acteur, mais on ne connaît pas son visage politique. Et là, il s'est dévoilé au grand jour devant les médias français, et ça a créé une polémique, puisque Pascal Praud l'a remercié sur le plateau de CNews, où il a salué le courage de Gérard Darmon, et ce qui a un petit peu fait réagir Edwin Plenel, qui a dénoncé un petit peu cette attaque malveillante et surtout maladroite d'un comédien ou d'une star du cinéma français envers un grand réalisateur comme Jean-Luc Godard, qui a soutenu l'Algérie dans sa guerre contre le colonisateur, mais également il a soutenu le peuple palestinien pour sa résistance. Reda Harirash, visiblement, même entre Français, le soutien à la Palestine et le soutien souvent aux causes sahraouies ou aux causes même algériennes dérange certains cercles parisiens, comme on dit. Et certains cercles parisiens et même d'autres cercles. Parce que je dirais que la France est assez divisée sur un certain nombre de questions. Oui, tout à fait. Elle est bien divisée et on le voit. Il y a tout un pan de la société qui demeure jusqu'à maintenant progressiste et qui soutient la cause des peuples opprimés, des peuples colonisés, des peuples qui continuent encore à subir le joug colonial ou voire même un autre joug qui est lui beaucoup plus économique et néolibéral, ne serait-ce que à travers toutes ces dettes qui ont été imposées aux pays africains et qui les empêchent de se développer, de pouvoir disposer de leurs propres ressources et d'espérer passer à un développement plus important. Donc la France est vraiment divisée entre deux blocs. Il y a un bloc qui est nostalgique des périodes coloniales, qui essaye d'exciter un certain nombre de ses compatriotes
en lui faisant comprendre que si tout va mal dans l'Hexagone, c'est la faute des étrangers, c'est la faute des immigrants, de préférence des immigrants qui viennent de l'hémisphère sud. Et en leur disant, s'il y a un conflit s'il y a un conflit qui surgit en Europe, on peut recevoir chez nous des ressortissants ukrainiens, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il s'agit d'autres réfugiés qui viennent d'autres hémisphères, on commence à ce moment-là à les indiquer du doigt. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, parce qu'il y a une polarisation qui risque quand même d'aboutir à une sorte quand même, ça peut déboucher sur des troubles en France, parce qu'on ne peut pas être le pays des droits de l'homme, le pays je dirais, qui encourage les nations et un certain nombre de nations à s'émanciper dans le cadre des Nations Unies, et en même temps avoir en son sein une partie de la presse qui est néoconservatrice et plus que ça, une presse qui indique du doigt une partie de sa population. Alors, c'est une question pour vous deux, messieurs. Oui. Est-ce que le message d'une star de cinéma, c'est plus dangereux qu'un politique? Quand on voit, par exemple, la position de Gérard Darmon, qui est connu pour ses rôles au cinéma, et aussi, on connaissait les positions sionistes de Enrico Macias, de Patrick Bruel, d'Alexandre Arcadi, mais là, on découvre un nouveau dans le clan ou dans l'équipe, l'équipe de La Vérité si je mens. Gérard Darmon s'est révélé justement au grand jour un anti-palestinien, un anti-musulman qui s'attaque un petit peu comme ça à un grand signal. C'est un peu maladroit de sa part, n'est-ce pas? Moi, je pense que pas seulement en France, y compris par exemple sur le même aspect, la volonté de créer un amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Parce que l'attaque tout à fait, il a mélangé un peu les deux. Justement, il y a une volonté de créer un amalgame qui a été accompagnée en France même par un aménagement légal, c'est-à-dire en essayant de condamner tous les mouvements de solidarité avec la Palestine, les mouvements antisionistes, comme étant antisémites. Même en Grande-Bretagne, il y a une grande polémique avec l'ancien chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, qui n'est pas un antisémite, mais qui a été condamné parce qu'il y a eu une pression du lobby sioniste en Grande-Bretagne contre ce qu'ils appellent actuellement l'antisémitisme de gauche, c'est-à-dire le soutien au boycott des produits qui proviennent des territoires occupés, mais aussi le fait de considérer le sionisme international, le sionisme colonisateur comme étant une forme de racisme et l'État hébreu comme étant un État d'apartheid. C'est le cas. Cette considération, cette caractérisation a été adoptée par les Nations Unies pour le cas du sionisme, même si ça a été abrogé en 91, mais toutes les ONG internationales, y compris Human Rights Watch ou alors les grandes ONG américaines, considèrent justement l'antisioniste comme étant une entité d'apartheid. Et il y a une volonté de créer une amalgame en traitant les antisionistes de racistes. Je pense que c'est complètement dans cette droite-ligne. Oui, Eredal, vous voulez intervenir? Oui, ce qui peut un peu nous interpeller, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs, en l'occurrence Gérard Darmon, qui est d'origine marocaine. Tout à fait. Et qui était jusqu'à maintenant relativement modéré. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je dis, il s'est révélé au grand jour. Il s'est révélé, ou plutôt parce qu'il est soumis à de fortes pressions, parce que ces dernières années, à chaque fois qu'il a été sollicité, il a fait preuve de modération. Or, je pense que de nos jours, sur la scène médiatique française, les modérés et la modération est de moins en moins tolérée. Il y a des comédiens d'origine juive qui n'interviennent pas dans le débat. Exemple, Gad Elmaleh, il n'est jamais intervenu dans les débats sur la Palestine, ni sur la question des sionistes, etc. Contrairement à Enrico Macias, contrairement à Patrick Bruel, qui est connu justement pour ses positions... Mais dans le cas d'Enrico Macias c'est un cas Patrick à part. Bruel, c'est des cas à part puisqu'ils sont nés en Algérie, ils ont une haine contre la présence un petit peu française depuis longtemps. Qui ne les a pas protégés en 62 quand ils sont partis, donc ça a été un petit peu compliqué. Nous connaissons leur position depuis des lustres, voire même des décennies. Enrico Macias a
a toujours fait valoir les mêmes points de vue. Donc il ne nous surprend pas. On peut le comprendre aussi parce que il se considère comme étant déraciné, comme beaucoup d'autres de ses congénères. Mais dans le cas de Gérard Darmon, c'est pas du tout le même cas parce que Gérard Darmon a toujours fait preuve de réserve. Et à chaque fois qu'il a été interviewé, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Donc, ce qui peut nous inquiéter en quelque sorte, c'est que le climat de plus en plus délétère qui règne actuellement en France fait que les uns et les autres sont obligés, sont sommés de choisir un camp. Il ne peut pas y avoir une ligne modérée. Ils sont sommés de choisir un camp, sinon ça risque d'avoir des répercussions sur leur activité. Gérard Darmon est un comédien. Et s'il ne fait pas... Et le lobby sioniste est très présent dans le cinéma et à la télévision. Le lobby sioniste chapeaute pas mal d'organisations juives. Oui. Pas toutes les organisations. Il y a bien sûr... Et qui financent le cinéma. Et qui financent le cinéma. Et donc ces gens-là n'ont plus l'indépendance d'esprit que pouvaient avoir un certain nombre d'acteurs juifs comme Roger Hanin. Oui. Par exemple. Oui, oui. Ils sont, on le voit, ils sont de plus en plus embrigadés et ils deviennent de plus en plus carriéristes. Alors, si je veux, en quelques mots, parce qu'on a encore une dernière étape ou une dernière, disons, halte au niveau audiovisuel mondial, à votre avis, qu'est-ce qui a changé chez Canal+? Elle était de gauche, elle est revenue, elle a fait un grand virage pour aller vers la droite et parfois l'extrême droite avec Bolloré. Moi, je pense que c'est la conjoncture qui a Reda est estomaqué par la question. Non, pas du tout. Allez, vas-y. Je laisse le soin. Allez, vas-y, je vais reprendre. Contre les années brièvement, parce qu'on va parler des années 90 et les années 2020, la conjoncture a changé. Et c'est le cas, y compris pour le monde du spectacle en France, qui démontre de plus en plus son soutien à la politique coloniale sioniste et aussi à la politique coloniale marocaine. Parce que, y compris dans Canal+, dans les années 90, on était dans le climat des accords d'Oslo, par exemple, et il y avait une autre politique à faire passer, si vous voulez, parce que le progressisme ou la gauche de Canal+, c'est la gauche de ce qu'on appelle l'international socialiste, qui est très, très, très pro-sioniste, qui était dirigé par Shimon Peres, d'ailleurs, pendant longtemps. Et justement, la ligne de la social-démocratie ou alors du social-sionisme international s'est endurcie vers une ligne... C'est pas la gauche caviar. Si, c'est aussi la gauche caviar, parce que je citerai par exemple le personnage de Berdugo, qui est un Marocain qui était ministre du tourisme de Hassan II, qui a, on va dire, des descendants qui sont dans les milieux de la production audiovisuelle et qui sont très forts dans Canal+. Il y a aussi le contrôle monopoliste, si vous voulez, de Orange ou du milieu des télécoms. Tout à fait. Vivendi, Vivendi qui est actionnaire au Maroc. Qui font que 20 ans, alors 25 ans après les débuts d'une expérience qui a commencé pour les besoins du monde du spectacle avec une image dite progressiste qui démontre vraiment son enracinement dans un paysage et une orientation d'extrême droite réactionnaire à l'international. Brièvement, Reda. Moi, je dirais qu'ils suivent tout simplement les positions du magnat de la presse, Bolloré. Bolloré qui veut marier deux opinions politiques, les catholiques traditionnalistes et les sionistes. Donc il oscille entre ces deux-là et ça fait pas bon ménage parce qu'il y a un tiers exclu et ce tiers exclu, il est soit musulman, soit maghrébin, soit africain. Voilà. Voilà. Alors, on va passer à la dernière étape de ce Média Pro. Un incident est intervenu cette semaine sur une interview de CNN qui devait se faire avec le président iranien Ibrahim Raïssi, qui a été annulée à la dernière minute. Avec la journaliste star de CNN, Christine Amanpour, et ça pour des raisons justement vestimentaires, puisque la journaliste de CNN a refusé de porter le voile pour faire l'interview avec le président iranien. On regarde justement la genèse de cette histoire, mais aussi pourquoi la journaliste a refusé de faire, enfin pas la journaliste, mais le président iranien a refusé de faire cette interview, mais il a réalisé d'autres interviews avec d'autres journalistes et qui étaient aussi voilés, alors que la journaliste en question a fait des interviews avec des présidents iraniens,
mais sans voile. On regarde et on revient au débat. It seems that they didn't want to talk to you about what's happening right now on the streets. Well, look, I can't prejudge that because they told us that we had the interview. It was very difficult to get the interview, there's no doubt about that, and a lot of work went into it. I think, if I could just guess, and how do I read it, I think that he did not want to be seen with a female without a headscarf in this moment. Either because he calls it a religious month or because people would say, how come he's sitting down with an foreign journalist who's not wearing a headscarf, and yet inside Iran they're cracking down on young women who are not wearing their headscarves. But the fact of the matter is the women are wearing their headscarves. Sometimes in protest they take them off. But the authorities, and I know because I've been there and seen it, each year they change their boundaries and their lines. Sometimes the headscarf has to be here. Sometimes it's okay if it's here. You just never quite know what the parameters are. And these women have fallen foul of that. You're not sure. I'm getting that. You're not sure. What about Israel's right to exist? You see, the people of Palestine are the reality. This is the right of the people of Palestine who are forced to leave their houses and motherland. You have presented a different face of Iran, a different face than we'd had certainly for the last 8 years. You came here saying you wanted to present the true face of Iran. You have been busy tweeting, at least your office has. You have been giving interviews, you've been giving statements. A real media blitz, some might call it a PR blitz, spin job. What is your answer to tweeting and posting on social media when the people of Iran don't have access to that? You have said that you would work to reduce censorship inside Iran. Will you do that? All my efforts are geared to ensure that the people of Iran will comfortably be able to access all information globally and to use it. President, thank you for joining us. The United States is very pleased that you have released Sarah Shourd, and the Secretary of State Hillary Clinton has said that she wants the other two, Josh and Shane, to be released also, a humanitarian gesture. It's true that the Islamic Republic of Iran took a humanitarian measure and released one of the 3 individuals who entered our borders, Miss Sarah Shourd. Voilà, c'était les différentes étapes d'une interview d'une journaliste américaine d'origine anglaise et d'origine iranienne surtout, Christine Amanpour, qui avait fait le buzz cette semaine après avoir reçu le refus du président iranien Ebrahim Raisi de ne pas faire l'interview avec elle en marge des travaux des Nations Unies pour cause, elle avait refusé de porter le voile. Alors qu'on la voit dans ces extraits, la même journaliste sans voile qui avait fait l'interview du président iranien Rouhani et le autre président iranien Ahmadinejad. Alors messieurs, le voile est aussi un handicap pour des interviews de présidents iraniens. On voit la politique de Rouhani est plus libérale que la politique de Raisi. On a vu aussi ici un extrait du président Raisi iranien qui avait fait une interview avec une journaliste américaine et cette journaliste, elle portait le voile. Oui, je pense que c'est surtout dû... Et il ne faut pas oublier le contexte de cette interview. Je pense que c'est dû aux manifestations. Tout à fait, oui. Pas les manifestations, mais surtout la mort d'une femme qui avait été un petit peu... arrêtée parce qu'elle portait mal le voile et puis ça fait, elle a été emmenée au commissariat, après elle est décédée et ça a créé des tensions et des manifestations à Téhéran et ça a provoqué justement toute cette polémique sur le voile islamique en Iran. Les manifestations sont la conséquence de ce décès qui a fait le buzz. Et en fait, les autorités iraniennes ont montré avec film à l'appui
que cette personne est décédée naturellement. Et Parce on la voit s'écrouler. Elle s'est écroulée. Voilà, oui. elle s'est écroulée, donc elle n'a pas été... Elle a filmé ça avec des caméras de surveillance. Parfaitement. Tout à fait. Donc elle n'a pas été, comme on dit... frappée au commissariat, maltraitée, etc. frappée, voire même liquidée. Mais malgré ça, ça n'a pas arrêté les manifestations. Ça n'a pas arrêté stoppé les manifestations. Comme pour le printemps arabe, tout à fait. Il faut savoir que l'Iran, c'est un pays qui est ciblé aussi par un certain nombre de pays occidentaux et qui en profitent de... C'est vrai qu'il y a une situation de tension en Iran au niveau de la jeunesse iranienne, et le décès de cette femme-là fait que la tendance modérée essaye un peu de se frayer un chemin, et le décès de cette jeune femme a été le prétexte pour un certain nombre de personnes de sortir manifester leur colère, mais il s'avère que les autorités ne sont pas responsables de ce décès-là. Mais ces manifestants montrent quand même qu'il y a une situation difficile que traverse actuellement l'Iran, et les premiers représentants de l'État iranien sont obligés de sévir à partir du moment où on remet en cause le voile. Le guide de la révolution iranienne, il est là pour rappeler un certain nombre de principes fondamentaux de la révolution islamique. Il y a eu une réaction justement d'un journaliste algérien, M. Mourad Chebin, qui est installé actuellement à Dubaï, qui travaillait à Al-Hurra et qui avait rencontré Christine Amanpour. Je ne sais pas si la réalisation peut nous montrer les images. Son post sur Facebook, j'ai rencontré Christine Amanpour à Téhéran en 1997. Elle portait un foulard sur la tête par respect à la culture du pays. On regarde un petit peu les images de Mourad Chebin avec la journaliste. Voilà, avec la journaliste à l'époque. Elle est née en Angleterre, mais elle a fait des reportages en Iran. Elle est spécialiste justement de l'Iran. C'est une journaliste très engagée et qui est aujourd'hui chef de service international de CNN. Oui, Sofiane, brièvement. Oui, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on se rapproche de plus en plus d'un accord, d'un retour à l'accord sur le nucléaire iranien, parce qu'il y a une nécessité d'investir notamment dans le gaz iranien de la part de l'Union européenne dans un contexte de guerre, et qu'il y a une pression énorme de la part des milieux sionistes pour empêcher justement le retour à cet accord-là. Et que cet événement, mais aussi la tentative de déstabilisation qui vise le régime iranien, qui n'est pas la première, vient justement dans ce timing-là pour empêcher le retour à un accord sur le nucléaire qui gênerait beaucoup de monde qui ont peur justement, si vous voulez, de la prégnance ou de la montée sur le devant de la scène de la cause palestinienne notamment. Voilà, merci messieurs pour ces éclairages, aussi ces décryptages sur la scène audiovisuelle mondiale. Notre émission est à présent terminée. On laisse le plateau pour l'information. Je vous remercie de suivre fidèlement toujours Mediapro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez branchés sur Al 24 News.